Bienvenue dans une autre émission sur l'actualisation par les mouvements oculaires, le EMA. Nous avons un invité de France aujourd'hui avec nous qui utilise le EMA d'une façon assez particulière que je sais que vous allez apprécier et qui est psychanalyste. Donc c'est intéressant aussi d'avoir différents métiers et professions qui utilisent le EMA. Donc, je vous présente, sans plus attendre, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Donc, toi, tu enseignes le EMA et tu l'utilises aussi en consultation. Tout à fait. Voilà, pourrais-tu nous parler un petit peu de l'approche EMA, de l'EMA en soi? Oui, alors en fait, l'EMA est basé, donc, actualisation par les mouvements oculaires, donc est basé sur le regard, sur le mouvement des yeux, sur la connexion entre l'inconscient et les yeux. Et donc, pour moi, c'est une voie d'accès on va dire royal, à l'inconscient. Déjà, en fait, on se rend compte que le regard, dans toute l'histoire de l'humanité, était présent. Dans les grandes légendes de l'Antiquité égyptienne, par exemple, ne serait-ce qu'avec le fameux œil d'Horus, qui a marqué l'histoire spirituelle aussi, même du XIXe siècle et de toute l'humanité. On retrouve également dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec l'œil d'Abel, Caïn ayant tué son frère Abel, et qui a été immortalisé par le fameux poème de Victor Hugo sur la conscience, que tout le monde connaît. Alors tout le monde ne connaît pas forcément toutes les strophes du poème, mais tout le monde connaît les deux dernières, c'est-à-dire l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Pour dire que finalement c'est pas l'œil d'Abel qui était toujours présent, quel que soit l'endroit où Caïn allait, mais la représentation que Caïn avait de l'œil de son frère au moment où il l'a enterré, qui était toujours présente à l'intérieur de lui-même, donc quelque part dans son inconscient. On retrouve également cette approche du regard dans Jean-Jacques Rousseau, notamment dans Les Milieux de l'éducation, où il considère que les inégalités ou le rapport entre les hommes est géré ou dirigé par le regard. Et c'est assez évident, quand on regarde quelqu'un, par exemple, on peut très bien jauger de la force physique de la personne, et donc on va peut-être pas forcément aller embêter un grand costaud. Surtout pas. Surtout pas. Et puis même chose par rapport à quelqu'un qui va être gentil, quelqu'un qui va avoir plutôt une attitude pas très agréable, où on va se rendre compte qu'on est plus fort, on est plus beau. On va donc se jauger, se mesurer par rapport à ce que l'on voit chez l'autre. Alors en tant que psychanalyste, effectivement, je ne peux pas ne pas me référer à l'objet regard de Jacques Lacan, qui, pour faire court, considère qu'en fait, il y a à un moment une quasi-impossibilité de distinguer le regardé du regardant. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde un tableau, le tableau qu'il prend sur les ambassadeurs d'Holstein, il y a les deux ambassadeurs qui sont là, puis il y a un objet qui est là et qui attire le regard, qui crée une sorte de perturbation, ce qui fait que un moment, on ne sait plus si c'est nous qui regardons le tableau ou qui regardons l'objet qui est devant, ou bien si ce sont les ambassadeurs qui nous regardent. Donc c'est assez intéressant de voir comment on peut arriver à gérer cette impression. Un petit peu comme en analyse, eh bien, il y a l'analysant et l'analyste, et il y a un moment, c'est cette espèce de rêverie psychanalytique qui se met en place et qui fait qu'on ne sait plus qui est qui de l'analysant. Est-ce que c'est l'analysant qui analyse l'analyste ou est-ce que c'est l'analyste qui analyse l'analysant? Et ce qui est intéressant dans cette présentation que Lacan fait dans les 4 principes fondamentaux de la psychanalyse, c'est qu'il considère la vision comme étant du domaine de l'imaginaire. Le regard étant plus concret, plus objectif, plus directif. Et entre ce regard et cette vision, il y a ce qu'il appelle une chise, qui est une des voies d'accès à l'inconscient. Ce qui m'amène à dire que finalement, dans tout travail thérapeutique, quel qu'il soit, quelle que soit la technique que l'on doit utiliser, ce qui est important, c'est d'avoir une voie d'accès à l'inconscient, de manière à ce qu'on puisse justement laisser cet inconscient s'exprimer, laisser tout ce qui a été refoulé revenir, libérer les affects, etc. Et que l'on va avoir, aussi bien en psychanalyse qu'en hypnose, qu'en EMA, la possibilité d'avoir cet accès à l'inconscient. Alors quand je disais que, on pourrait dire avec un peu d'humour que l'EMA est une voie royale d'accès à l'inconscient, c'est qu'en réalité, c'est une voie royale dans le sens où nous sommes les propres artisans, dans ce cas, de notre thérapie. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que
moi je suis très convaincu de la nécessité de rendre le maximum de gens autonomes. Alors, évidemment, il faut être guidé, accompagné par quelqu'un qui est formé pour, mais une fois qu'on a donné quelques grandes lignes ou fait découvrir aux patients un certain nombre de pistes, il faut lui donner les outils pour qu'il puisse continuer entre les séances, de manière à ce qu'il soit effectivement autonome. Alors l'EMA est quelque chose qui est intéressant dans la mesure où l'accès à l'inconscient ne va pas dépendre d'un tiers. Alors, quand on travaille avec l'inconscient, bon, en général, les gens partent de mon cabinet en tout cas, ils arrivent avec leur conscient, ils n'ont pas forcément conscience qu'ils ont un inconscient, mais quand ils deviennent conscients qu'ils ont un inconscient, ils repartent avec leur inconscient aussi. Généralement, ils ne laissent pas leur inconscient chez moi, sur une étagère, je ne parle pas d'étagère, il y a des inconscients qui seraient stockés les uns sur les autres. Et justement, cette capacité qu'ils ont à travailler par eux-mêmes et à leur faire prendre conscience qu'ils ont eux-mêmes travaillé sur leur inconscient est essentielle, et je trouve qu'elle est encore plus marquante avec le MA. Pourquoi ? Parce que l'objectif va être de déterminer un objectif et des ressources, et donc de faire le lien entre ces deux. Et en réalité, quand on va demander par exemple à un patient quel serait votre objectif, voilà, il peut se poser, je regarde avec quelque chose qui est devant moi, et je peux intégrer, je peux laisser mon inconscient, que j'en sois conscient ou pas, m'apporter un certain nombre d'informations. Et l'avantage de l'EMA, c'est aussi que ces informations, je peux les verbaliser, mais je ne suis pas obligé de les verbaliser. Or, on sait très bien qu'en marketing, pardon, choses petites ne sont pas des insultes, mais on sait très bien qu'en marketing, on va dire, une image vaut 10 000 mots. Et du coup, quand on a une image devant soi, imaginez qu'un patient mette 10 000 mots à vous décrire tout ce qu'il voit, la séance serait peut-être un petit peu trop courte. Oui, en effet, oui. Donc l'idée, c'est, avec le MA justement, de pouvoir laisser au patient intégrer cette image et ressentir les choses, ressentir ce qu'il a besoin de ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Et en tant que thérapeute ou en tant que coach, dans ce cas-là, on va pouvoir aider la personne à se positionner par rapport à cet objectif. Et une fois qu'on a un objectif, on va les déterminer, on va faire bien sûr une délimitation d'objectifs, ça c'est très, très basique. On va lui demander d'aller chercher des ressources. Et il va poser son regard automatiquement sur un point qui pour lui n'est pas signifiant. Ça peut être un micro, ça peut être un tableau, ça peut être une caméra par exemple. Mais c'est quelque chose qui va générer une réaction à l'intérieur de lui-même. On va travailler sur les sous-modalités bien sûr pour lui permettre de l'exprimer ou pas. Et ça peut être un silence total. Il m'est arrivé une fois de rester 20 minutes avec un patient qui faisait des mouvements oculaires dans le silence. Simplement, je prenais les repères et puis et après les 20 minutes de silence, je suis allé travailler sur des questions qui l'ont ramené aux différents points. Une fois que ça s'est fait, on encode en fait au niveau de l'inconscient, on fait une sorte de mapping, une cartographie, et c'est un petit peu comme si le patient repartait avec sa cartographie, avec la carte pas de son inconscient, mais de points dans son inconscient qui vont lui permettre de se reconnecter consciemment ou inconsciemment avec ces ressources-là. Donc rendre le patient autonome me paraît être une chose absolument essentielle, et c'est plus facile avec le MA qu'avec l'hypnose. Même si je pratique l'auto-hypnose avec mes patients, c'est plus facile de se rendre compte de l'endroit où on vient de poser son regard, plutôt que de se mettre dans des conditions particulières pour pouvoir se mettre en auto-hypnose. Donc voie royale parce que c'est un accès direct, rapide, facile, et qui rend les patients autonomes. Dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé de sous-modalité. Il y a certaines personnes qui ne savent pas ce terme. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Alors, il y a des gens qui sont plus visuels, plus kinesthésiques, c'est-à-dire plus dans le toucher, plus dans le ressenti physique. Des gens qui sont auditifs, des gens qui sont olfactifs. Alors, le sens de l'odorat a quelque chose de magique, c'est que c'est le seul qui s'adresse directement au néocortex, et donc c'est instantané. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'interprétation, contrairement par exemple à l'image où on va aller effectivement par tout un mécanisme neuroscientifique modifier l'onde lumineuse pour pouvoir la transmettre ensuite en image au cerveau. Et on peut comme ça se retrouver, c'est un peu les fameuses madeleines de Proust, ou avec une odeur.
Alors, on se retrouve dans un environnement particulier. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Tahiti, par exemple. Une fleur de tiare, moi, ça me ramène directement où j'étais à Tahiti, ou peut-être quelquefois une simple odeur de gasoil va me ramener à une époque où je naviguais. Donc, on a comme cela une capacité de revivre des éléments, de les intégrer beaucoup plus facilement selon ces fameuses sous-modalités, donc qui vont être, par exemple, si on se rappelle avoir pris un coup avec à l'époque une règle sur les doigts, on sait qu'il faut éviter de faire des fautes, autrement on a peut-être encore la mémoire du coup, etc. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont permettre d'intégrer, d'apprendre plus facilement pour telle ou telle personne. Donc dans l'EMA, quand on a fixé son regard, on va essayer de demander plutôt une représentation, plutôt que de demander si les gens ressentent ou voient. Voilà. Mais encore une fois, la permissivité est essentielle en EMA comme dans toutes les techniques de thérapie brève et même en psychanalyse, de façon à laisser le patient ou le client s'approprier la technique. Absolument. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a des approches où c'est pas ça, où on va être beaucoup plus directif, diriger le client. Mais j'imagine que ça te parle, toi, cette approche justement d'être plus permissive, de laisser le client trouver lui-même. Alors, d'autant plus en psychanalyse. Oui. C'est vrai qu'en psychothérapie, on va avoir tendance peut-être à être un peu plus encadrant. Mais même d'ailleurs dans les thérapies brèves ou même en psychanalyse, quelquefois il faut recadrer un petit peu les choses, on est bien d'accord. Autrement, on part dans des... ce ne sont même plus des méditations, ni des rêveries, on est dans une sorte d'errance mentale. Et ça n'a aucun intérêt, ni en thérapie, ni en coaching. Donc l'idée, c'est plutôt de laisser une grande liberté, de manière à ce qu'encore une fois, une image, un mot soit accepté en tant que tel, ou bien soit accepté en tant que ce qu'il représente. Donc ça permet en fait, si on parle de, je sais pas, si on parle de jaune, mais certains vont voir le soleil, d'autres vont voir le maillot de leur équipe favorite, par exemple ceux qui sont fans de football du Brésil. Et en fait, cette représentation de la couleur va générer un certain nombre de réactions et un enchaînement de pensées qui vont être tout à fait utiles pour le patient. Dis-moi concrètement parlant, parce que les gens veulent savoir, quand tu reçois un client en cabinet, en consultation, on utilise le regard en EMA. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on guide les gens? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on regarde où les yeux vont? Alors c'est très variable. Il y a des gens qui sont plus sensibles qui comprennent beaucoup plus rapidement les choses, qui les ressentent beaucoup plus rapidement, qui les intègrent. D'autres, on a besoin de les rassurer, parce que les gens qui viennent me voir, quelquefois ils viennent en étant extrêmement ouverts, d'autres fois ils n'ont pas forcément envie que leurs émotions remontent. Et quand on est dans le travail de l'anamnèse, dans le travail de l'introduction à la session, on sent que des émotions remontent, et c'est en général à partir de là où je commence vraiment à travailler sur la problématique du patient. Mais en EMA, on voit tout de suite, quand on observe les mouvements oculaires, on n'est pas vraiment en EMA, quand on observe les mouvements oculaires, on voit bien s'il y a déjà un certain nombre de forces directrices, ou si au contraire, une sorte d'ébullition mentale qui va générer des mouvements très, très aléatoires. Dès que l'émotion est présente, il est intéressant de voir à ce moment-là où le regard se pose. Et on peut accompagner, à la limite même sans dire aux gens qu'on fait de l'EMA. Il m'arrive de faire des séances de l'EMA. Auquel cas j'explique aux gens, je leur montre les mouvements, je leur explique qu'on va passer le regard va passer d'un point à l'autre, en fonction d'une ressource, c'est un objectif. Mais il m'arrive également de ne pas parler de l'EMA du tout. Et de laisser s'exprimer le patient qui est en face de moi, ou presque, légèrement décalé. Et en fait, je me rends compte que suivant les questions que je pose, le regard va partir d'un côté, ou bien de l'autre. Et en alternant les questions, tout simplement de cette manière-là, je valide bien sûr qu'il se contacte à des ressources, ou alors à des choses qui ne sont pas très agréables, puisque mon travail est quand même aussi d'aller chercher un petit peu pour amener les choses et les libérer. Et on voit bien comment l'émotion se met en place, et qu'avec les questions, il va y avoir un balayage automatique par le patient lui-même. Ce qui évite d'aller chercher véritablement l'émotion, c'est-à-dire l'obliger d'une certaine manière, même si c'est très indirect, d'aller chercher cette émotion, mais au contraire le laisser
choisir avec le questionnement et ses mouvements oculaires, de lui laisser choisir l'émotion qu'il va vouloir libérer. Parce que même si on travaille sur des traumatismes, eh bien on n'est pas obligé d'aller travailler sur l'émotion qui est liée au traumatisme dont il nous a parlé. Il est probable que lorsque l'on va travailler sur l'émotion, et on va assez bien la repérer grâce au mouvement oculaire, c'est pas forcément l'émotion directe du traumatisme qu'il vient de nous raconter qui va être effectivement celle dont il va vouloir se libérer. Le fameux objet petit a de Lacan, où en fait on remonte de traumatisme en traumatisme jusqu'au traumatisme initial qui est la naissance. Le manque à être, etc. Et on le retrouve de toute façon, là si je le formule de manière un peu psychanalytique, on le retrouve dans le coaching, on le retrouve dans tous les éléments. Un événement peut être traumatique, mais en réalité, il déclenche une souffrance qui est liée à quelque chose d'antérieur. Alors ce qui est intéressant aussi dans le MA, je vais prendre juste quelques exemples cliniques, c'est que déjà c'est concret. Alors c'est concret à deux niveaux, c'est concret au niveau inconscient, c'est concret au niveau conscient. Au niveau inconscient, c'est concret parce qu'on voit où se pose le regard. Et donc à partir du moment où on voit où se pose le regard, on peut poser la question, alors surtout ne pas dire au patient qu'est-ce que vous regardez, puisqu'il ne regarde rien, donc ça c'est la réponse qu'on va avoir, c'est sur quoi votre regard se pose. Et à partir du moment où il se pose, il y a un mot qui est important. Sur quoi votre regard se pose, c'est que le patient se pose en même temps que son regard. Donc déjà, on arrive aussi à sentir que des émotions qui peuvent avoir été animées en début de consultation vont également se poser. Ensuite, c'est concret parce que on regarde quelque chose, finalement. On va être amené à regarder quelque chose, puisqu'on va attirer l'attention de la personne sur un point. Et ce point, le patient va pouvoir se l'approprier. Et il va se l'approprier en repartant avec quelque chose de particulier à faire, quelque chose de concret et un exercice à faire. J'ai un exemple récent, une personne qui venait me voir pour des problématiques très anciennes de poids, le yo-yo habituel, et puis un mal-être, etc. Et je sentais bien qu'il y avait des choses qui étaient très anciennes, qui étaient liées bien évidemment au poids, le poids étant pour moi, je pense pour beaucoup, un mécanisme de défense. Et en fait, cette personne, dès que j'ai commencé à lui poser 2-3 questions, l'émotion est montée d'un coup, évidemment. Dès qu'elle est montée, elle a pris un mouchoir à côté, s'est essuyé 2-3 larmes, et puis après, elle a réenfoui ça à nouveau. Donc, c'était pas très écologique pour elle, et même utile pour moi dans la thérapie, de travailler sur l'émotion. Donc, je lui ai parlé des mouvements oculaires. Évidemment, au début, elle était assez réfractaire, puisque dans son mécanisme de défense, non. Dire non à l'autre était de mettre de la distance. Donc ça n'a pas été forcément très simple, même si ses yeux bougeaient. On est d'accord. Donc toi, tu le voyais bien. Moi, je voyais bien et je repérais les différents endroits où elle regardait. Finalement, elle a posé son regard sur un objectif, sur la vitre, qui était en face d'elle, sur laquelle il y a des vitraux. Et il y a une croix, et donc au centre de la croix, c'était son objectif. Et alors, en EMA, donc on demande non seulement l'endroit où le regard se pose, mais on fait une spatialisation. Et dans cette spatialisation, je lui ai demandé où est-ce qu'elle le voyait, cet objectif. Devant, au niveau de la fenêtre, ou plus loin. Et elle me dit, oh, plus loin, tellement loin, qu'elle m'a dit, il y a plus d'1 kilomètre. Alors bon, ça faisait un peu loin, oui, c'est un peu loin. Il y avait un mur juste derrière, mais bon, enfin voilà. Donc, c'était un moyen de positionner son objectif, de perdre du poids, donc qui est effectivement très très loin. Et puis on a commencé à travailler un petit peu, puis à un moment, je lui dis, mais votre regard s'est souvent posé ici. Elle me dit, non, pas du tout. Donc vers le bas. Vers le bas ici. Et c'était juste au coin du tapis. Elle me dit, et je lui dis, sur quoi votre regard s'est posé? Je dis, c'est juste le coin du tapis. Hein. Bon. Je dis, est-ce qu'on peut relier le coin du tapis et l'objectif qui était à 1 km, etc. Bon, je vous passe le détail. Et en fait, en ayant pris 3 points de repère principaux, l'objectif étant bien déterminé, elle a commencé à se prendre au jeu. Et puis, en fait, toute seule, elle a non seulement relié les 3 points sur lesquels j'avais réussi à la focaliser un petit peu, mais les 5-6 points qui étaient autour d'elle dans la pièce et avec lesquels elle avait commencé à travailler. Et on me disait, non, je vois rien, je veux juste un truc. Donc elle avait bien intégré. C'est ça qui est magique en fait avec le MA, entre autres choses, c'est que c'est simple, relativement simple, il faut quand même amener les gens ici, ça se fait pas comme ça en beaucoup de cuir à peau, mais une fois qu'on a réussi à créer le lien avec la personne arrive à jouer avec les espaces, avec les volumes et avec les distances. Et du coup, à la fin de la séance, elle était contente pour 2 raisons. La première, c'est que son objectif, qui était à plus d'1 kilomètre,
était toujours au même endroit, mais était qu'à 600 mètres. Ah oui. Donc on avait gagné au moins 600 mètres, c'était génial. Ah ouais. Donc je l'ai félicité pour ça. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle était super contente parce qu'elle allait pouvoir repartir avec un exercice à faire chez elle. Mhm. Et donc elle donnait du concret, elle donnait de la matière à quelque chose qui en soi est immatériel. Parce que parler de l'inconscient à des gens qui sont très terre à terre, ce qui n'est Oui. pas du tout péjoratif, mais Oui, oui. voilà, qui sont vraiment dans la matière, Mhm. c'est compliqué. Mhm. Ça veut dire qu'avec l'EMA, les clients peuvent s'approprier aussi les ressources et les réutiliser quand ils en ont besoin. Absolument. On a souvent, quand on travaille dans le domaine en psychothérapie ou en psychanalyse, on a souvent des problématiques très lourdes. Très lourdes, c'est-à-dire avec des gens, il m'est arrivé par exemple d'avoir une patiente qui m'a été référée, tentative de suicide scénarisée. Dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation qui était extrêmement compliquée pour elle. Donc elle avait revêtu sa robe de mariée, elle s'était allongée sur le lit, elle avait pris des médicaments et puis elle ne devait pas être dérangée normalement. Malheureusement, d'une certaine manière, malheureusement, on va voir pourquoi, c'est sa fille qui l'a trouvée. Donc ça a été aussi un traumatisme pour la fille, que j'ai pu voir après par la suite en consultation. Mais en tout cas, elle a été hospitalisée dans une clinique spécialisée. Et quand elle est venue me voir la première fois, elle était en pleurs, elle ne pouvait pas mettre 2 mots sans octet de pleurs. C'était très très compliqué. Et évidemment, on peut comprendre assez facilement que faire verbaliser quelque chose à une personne qui arrive dans un état, alors qui n'est pas un état de choc dans la mesure où elle avait déjà été prise en charge, c'est pas comme si elle venait elle arrivait directement dans mon cabinet de SATS, mais enfin, tentative de suicide, mais elle était vraiment dans la capacité de pouvoir mettre vraiment des phrases complètes ou une histoire créée, présenter son histoire d'une manière fluide et compréhensible. Donc du coup, comme j'ai vu qu'elle était manifestement assez sensible et qu'elle posait ses yeux, non pas d'une manière aléatoire et complètement en agitation mentale, mais avec une cohérence en fonction des questions que je lui posais, là on a fait un travail sur l'actualisation par les mouvements oculaires et on a pu baisser dans un premier temps le niveau émotionnel, puis ensuite construire un ensemble de ressources. Alors ça, j'étais obligé de la recevoir pendant 2 heures, donc j'ai fait autre chose derrière, mais je n'aurais rien pu faire si je n'avais pas eu l'EMA en outil, qui est très rapide, très, encore une fois, facile d'accès pour le thérapeute bien sûr, mais surtout pour le patient, qui va effectivement intégrer des choses positives qui vont lui permettre de baisser cette émotion de manière extrêmement forte. Tu sais, là on parle dans le EMA d'activer des ressources. Des fois, les gens ont des questions, oui, mais qu'est-ce que vous faites avec les choses difficiles que les gens vivent? Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, en fait, on va chercher la gestion du traumatisme un peu de la même manière. Simplement, moi j'ai l'habitude de faire quand j'utilise le MA pour aller chercher des traumatismes, des choses, les causes réelles des choses, c'est de mettre des fusibles de manière à ce que voilà, vous n'êtes pas obligé de revivre cette émotion à 100%, vous pouvez la revivre à 50%, etc., de manière à ce que ce ne soit pas trop invalidant. Du coup, on peut aussi utiliser un terme qu'on utilise dans d'autres techniques, qui est la dissociation. Évidemment, ça, je ne veux pas faire ça avec des psychotiques, c'est clair. Ce serait un peu dangereux. Encore qu'avec même avec des psychotiques, on peut arriver à observer leur propre mouvement. Parce que ce qui était essentiel dans l'EMA, c'est la différence qu'il y a avec d'autres techniques, c'est que le praticien va s'adapter au mouvement des yeux du patient et ne va pas lui imposer ses propres mouvements. Et c'est en ce sens que ça peut être beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus utile. C'est ça qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que le pouvoir, c'est au patient, ce que nous on appelle le client chez l'EOTC. Donc c'est de l'accompagner en l'aidant à retrouver, à se reconnecter à des ressources, donc par différents mouvements, faire ces reconnexions au niveau neuronal, donc qui a ce lien qui circule. Et quand l'information circule, ben là, après ça, les gens peuvent aussi, comme tu l'as dit avec ta cliente, se l'approprier. Absolument. Ouais. Je te remercie infiniment, Bruno. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'utilisation du EMA dans ta pratique aussi de psychanalyse.
et puis de savoir que tu l'enseignes aussi. Donc avec tu as beaucoup de plaisir. et avec beaucoup de plaisir, c'est ça, à toutes sortes de personnes qui sont du métier de l'accompagnement ou pas, bien évidemment. Donc merci à toi et à la prochaine. Merci. Merci. Merci à vous tous d'avoir écouté une autre émission avec le EMA. Je sais qu'il y a plein de choses qui mijotent et des questions que vous avez probablement à l'intérieur de vous. Donc, à la prochaine.